avec nous sur cette session Zoom. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Monsieur François Lemestre avec nous. Il va se présenter tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est le président de France Alzheimer Guadeloupe. Et donc du coup, vous savez qu'avec la crise sanitaire, puis maintenant la crise sociale qui nous touche, la mutualité étant engagée dans le champ de la prévention, a tenu à maintenir ses actions. Donc, c'est vrai que malheureusement, pour nous, beaucoup d'actions en présentiel sont reportées ou annulées. Mais dès qu'on peut, on essaie de les maintenir en le faisant notamment grâce aux nouvelles technologies et surtout grâce à Zoom qui nous permet de faire ces conférences à distance. Donc, cette action est en partenariat avec la commune de Port-Louis, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Et donc, nous remercions M. Lemestre d'avoir accepté. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer et on va tenter de répondre à de nombreuses questions sur la maladie d'Alzheimer et aussi sur la prise en charge, sur les soutiens qui peuvent exister en direction des aidants, puisque c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, si je peux me permettre. Et donc, du coup, on est ensemble pour environ 1h30 et je vais, sans plus tarder, laisser la parole à M. Lemestre pour qu'il puisse nous parler de la maladie d'Alzheimer. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois que son intervention sera terminée, on aura un espace où on pourra poser des questions. Donc, vous pouvez le faire soit à travers le chat, donc la messagerie. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et le moment venu, on les donnera à M. Lemestre. Ou le moment venu, levez la main et on vous donnera la parole en temps et en heure. Donc, merci à tous et M. Lemestre, je vous laisse la place. Il faut activer votre micro, monsieur. C'est vrai, excusez-moi. Donc, je reprends. Bonjour à tous. Donc, merci, monsieur Geoffroy. Merci à la Mutualité française de m'inviter pour parler de cette maladie qui est aujourd'hui la maladie dont on parle beaucoup. Hein. La population vieillit. Le premier facteur de risque de cette maladie, c'est l'âge. Et du coup, effectivement, nous avons énormément de malades d'Alzheimer. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'est quoi la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à partager mon écran. Tac, partager. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Allô? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Vous voyez l'écran? Oui, pour moi. Ok, ça va. Je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas si je peux le mettre en plein écran, mais bon, là, si vous voyez, c'est bien. Donc, on va essayer de faire un petit peu d'histoire. Donc, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie. Pourquoi ça passe pas? Voilà. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie du XXe siècle. On en parle beaucoup, effectivement, notamment en 2020. Oui. Monsieur, vous pouvez mettre en grand écran. Mettez en diaporama, comme ça. J'essaye de voir. Parfait. Alors, attendez. Voilà, c'est bon? Parfait. Allez-y. OK. Donc, la maladie d'Alzheimer, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas une maladie du XXe siècle. C'est-à-dire que la première personne qui a donné tous les signes cliniques de la maladie d'Alzheimer, c'était Plutarque. Et Plutarque vivait en 46-125 après Jésus-Christ. Mais il a fallu attendre des siècles, et notamment Alois Alzheimer, qui en 1916, comment dirais-je, va regarder dans le cerveau ce qui se passe. Mais à l'époque, on disait quoi? On disait la personne, elle est gâteuse. La personne, elle retombe en enfance. Elle a un ramollissement du cerveau. D'accord? Mais on ne parlait pas d'Alzheimer, même d'ailleurs, quand Alois Alzheimer a donné son nom à cette maladie en 1916, on parlait toujours de, moi quand j'étais gamin en Guadeloupe, on disait toujours il retombe en enfance. D'accord? Mais ce qui est dommage, c'est que jusque dans les années 60, on a pensé que la maladie d'Alzheimer était une maladie inéluctable du vieillissement. C'est parce que l'on vieillissait que l'on devenait Alzheimer. Et c'est faux. Même si c'est le premier facteur de risque,
mais ce n'est pas parce que l'on vieillit qu'on a la maladie d'Alzheimer, c'est hélas une maladie, donc 2 protéines dans le cerveau qui ont muté, qui entraînent justement ces troubles, les troubles de mémoire. Et surtout, on a pensé pendant très longtemps que quand on avait la maladie d'Alzheimer, eh ben, c'était la mort, on allait mourir. Ben, ce n'est pas vrai. Il faut savoir aujourd'hui que quand on porte le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, quand on va voir son médecin et qu'on demande une consultation mémoire, ça fait déjà 10 ans, 15 ans que la maladie, elle est là. Le cerveau, tant qu'il est capable de compenser, eh ben, les choses passent, mais quand il ne peut plus compenser, c'est là, hélas, qu'on va porter un diagnostic. Souvent, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, mais en premier, comment dirais-je, il y a beaucoup plus de maladies d'Alzheimer aujourd'hui qu'il n'y a d'autres maladies apparentées. Mais on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. On meurt de pathologie. On meurt de... Oui. On meurt de pathologies que l'on peut avoir à côté, mais très souvent, le malade d'Alzheimer n'a pas les capacités de dire ce qu'il a. Par exemple, moi, je connais des familles qui ont perdu un malade. La personne était constipée, elle a fait des occlusions intestinales et elle a fini par décéder parce qu'elle n'a pas pu dire qu'elle avait mal au ventre et qu'elle n'allait pas aux toilettes. Donc, Alois Alzheimer, c'était un neuropsychiatre. C'était un neuropsychiatre et un jour, il a reçu une dame qui s'appelait Auguste D. Cette dame avait énormément de troubles et tout. Et Alois Alzheimer s'est très vite rendu compte que les actions que menait cette dame n'avaient rien à voir avec la psychiatrie. C'est qu'il y avait autre chose et il fallait obligatoirement chercher cette cause. Et quand il a reçu donc cette dame, et il l'a suivie pendant 5 ans, elle est morte d'une septicémie. Et à partir de là, il a demandé l'autorisation à la famille d'aller regarder ce qui se passait dans le cerveau avec un microscope. Et c'est là qu'effectivement, il a découvert, justement, donc cette dame, elle avait des dégradations, des hallucinations, des confusions mentales, inaptitude psychosociale. Donc, elle avait des troubles de mémoire, etc. Et avec un microscope, il a découvert ce qu'il y avait dans le cerveau qui entraînait justement tous ces troubles de mémoire et ces troubles du comportement. Donc, comment fonctionne notre cerveau? Il faut savoir que notre cerveau, à la naissance, nous avons 100 milliards de neurones qui sont tous reliés entre eux par ce qu'on appelle des connexions, des synapses. Et ces neurones communiquent entre eux. Et ces neurones ont besoin de 2 choses pour pouvoir vivre. Elles ont besoin de sucre et elles ont besoin d'oxygène. Et tout ça est transporté par un réseau sanguin où on a énormément d'artères et de veines dans le cerveau qui vont donc alimenter ces neurones. D'accord? La problématique que nous avons ici en Guadeloupe, par exemple, c'est que nous avons une maladie qui peut être apparentée à la maladie d'Alzheimer, qui sont les AVC. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Guadeloupe, nous avons 3 à 4 AVC par jour en Guadeloupe. C'est absolument énorme. Et ces AVC peuvent entraîner des troubles de la mémoire. Le problème en Guadeloupe, c'est que si on vous dit que les neurones se nourrissent de sucre, c'est vrai, mais il y a assez de sucre dans l'aliment. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter autant de sucre que nous mangeons, nous, ici, en Guadeloupe. Nous mangeons énormément de sucre. D'ailleurs, nous sommes 7 fois supérieurs à la moyenne nationale du nombre de diabétiques en Guadeloupe, par exemple. Donc, nous mangeons beaucoup trop sucré. Et mangeant trop sucré, ce qui se passe, c'est que cette graisse va se solidifier, ça va créer des boules, et ces boules vont boucher les artères, boucher les veines, les neurones n'auront plus leur nourriture dont ils ont besoin et ils vont mourir. Et on va faire des AVC. Donc là-dessus, on peut travailler en ayant un régime quand même, en mangeant normalement, sans abuser de tout. Et du coup, on pourrait diminuer le nombre d'AVC en Guadeloupe. Donc, comme je vous disais, nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau, à notre naissance. Et ces neurones sont tous reliés par des synapses. D'accord? Donc, je vais vous les montrer. Ici, vous avez des neurones, vous les voyez. Et les neurones communiquent. Vous voyez, on voit des connexions. Là où vous voyez des petites lumières électriques, ce sont des connexions. Et les neurones communiquent entre eux par des pulsions électriques. Toute notre mémoire est stockée dans des pulsions électriques. Je suis en train de parler avec vous aujourd'hui. Je communique. Je suis en train de faire marcher des millions de neurones ensemble. Mais tout ça est connecté ensemble parce qu'on appelle qu'on appelle ça bon, ça va me revenir. Des synapses. Des synapses. D'accord? Donc, les signaux, on en a parlé. D'accord? Et ici, vous avez donc une connexion de synapses. D'accord? Et cette connexion va entraîner justement le passage de ces charges électriques et le passage des neurotransmetteurs.
il faut savoir que plus on fait travailler son cerveau, plus on crée des connexions. On ne crée pas de nouveaux neurones, mais on crée des connexions. C'est pour ça, hélas, qu'avec la maladie d'Alzheimer, on la détecte tardivement parce que justement, plus on a de connexions, plus on retarde l'évolution de la maladie d'Alzheimer. D'accord? Donc, c'est d'où l'importance de faire travailler notre cerveau, même quand on est à la retraite. Il faut faire de la stimulation cognitive, il faut faire du jardinage, il faut faire des mots fléchés, il faut faire des sorties, des choses comme ça, mais il faut stimuler les neurones pour qu'on fabrique des connexions et on retarde le début de la maladie et on retarde ensuite l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est très important. Alois Alzheimer, quand il a été voir ce qui se passait dans le cerveau, il a découvert deux choses. Il a découvert ce qu'on appelle des plaques amyloïdes et il a découvert, alors aujourd'hui, on parle beaucoup moins des chevaux, on appelle ça dégénérescence neurofibrillaire. Donc, sur des noms qui sont un peu barbares, vous verrez que c'est très simple ce qui se passe. Au niveau des neurones, nous avons ce qu'on appelle une protéine qui s'appelle la protéine APP. Il existe une enzyme qui agit comme une paire de ciseaux. Cette enzyme, elle doit couper cette protéine APP en 40 acides aminés. C'est comme si vous aviez un collier de perles de 40 perles. Le rôle de cette enzyme, c'est de couper justement cette protéine APP en 40 perles, 40 acides aminés. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est pourquoi cette enzyme fait mal son travail. Au lieu de le couper en 40 acides aminés, elle coupe la protéine APP en 38, 42, 41, 43 acides aminés, 43 perles. Et du coup, cette protéine, elle a obligatoirement muté. Et hélas, le corps humain n'est pas capable de rejeter cette protéine qui a muté. On ne sait pas, le corps humain ne sait pas comment faire. Tout ce que l'on peut manger, on va le rejeter. Tout ce qu'on doit éliminer de notre corps, on doit le rejeter. Mais cette protéine qui a muté, on ne sait pas l'éliminer. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Comme elle a muté, elle va s'agglutiner entre elles et ça va faire des plaques. Ça va se coller, et ça va faire des plaques, ce qu'on appelle des plaques amyloïdes, que vous voyez ici. D'accord? Et ces plaques amyloïdes, ce sont des plaques qui vont agir comme si vous mettiez du bitume sur du goudron. Si vous mettez du bitume sur du goudron, qu'est-ce qui se passe? Le goudron qui est dessous, il meurt. Et bien là, c'est exactement pareil. Ces plaques amyloïdes vont entraîner la mort des neurones parce que justement, elles vont étouffer les neurones. D'accord? Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, donc là, on est à l'extérieur des neurones, à l'extérieur de la cellule. La deuxième cause qu'Alois Alzheimer a découvert, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, c'est-à-dire une protéine tau qui, elle, se trouve à l'intérieur des neurones. Et cette protéine tau, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais tout ce qui circule dans les neurones et qui circule dans les axones et les dendrites, c'est-à-dire les informations qui vont aller d'un neurone à un autre neurone, vont circuler sur des rails comme un rail de chemin de fer. D'accord? Et la protéine tau, elle est chargée de fixer les rails. Donc, je ne sais pas si on le voit. Là, ici, vous le voyez. En bas à droite, d'accord, vous avez des rails qui sont très nets et vous avez au niveau, en partant d'en haut, vous voyez le troisième rail qui est en train de se désagréger. Cette protéine tau qui est chargée de fixer le rail, on ne sait pas pourquoi non plus, cette protéine tau, elle se désagrège et elle entraîne justement le rail qui n'existe plus et les neurotransmetteurs qui devraient passer d'un neurone à un autre neurone ne peuvent plus passer. Et là, du coup, c'est pareil, ça entraîne la mort des neurones. D'accord? Donc, ces deux causes, on les connaît. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est pourquoi. Alors, on sait qu'il y a des facteurs de risque. Tout à l'heure, je vous ai dit, en priorité, c'était l'âge, d'accord? Un mauvais vieillissement du cerveau. Mais nous avons, hélas, des facteurs de risque où ici, nous sommes hyper champions, c'est-à-dire le diabète, le cholestérol et l'hypertension. Et là-dessus, on peut agir et on diminuerait, des études ont prouvé que si on agissait là-dessus, il y aurait 25% de malades d'Alzheimer en moins dans le monde. Donc, on peut travailler là-dessus. Faire de la prévention, c'est quelque chose d'énorme. Et ça, c'est très bien que la Mutualité française, et ça fait partie de son travail, mais c'est vraiment excellent. Il faut faire de l'éducation, on va dire, réapprendre à mieux manger.
D'accord? Faire du sport. Le sport est excellent pour les neurones. On est une société ces dernières années qui s'est sédentarisée. C'est-à-dire que c'est boulot, métro, dodo. Donc, on ne fait plus de sport. On arrive à la maison, on est fatigué, on regarde la télé, des choses comme ça. Donc, faire de la marche, courir, tout ça, c'est très bon pour les neurones. Et il faut savoir que quand on fait justement ce sport, si vous vous essoufflez, si vous marchez normalement, vous allez faire des activités pour le cœur. Mais si vous vous essoufflez, donc vous allez un peu plus vite, vous marchez plus vite, vous allez vous essouffler, le cerveau va fabriquer ce qu'on appelle des endorphines, et ces endorphines sont des excitants pour les neurones. D'accord? Ça fait partie de la prévention. On parle de mémoire, parce que la maladie d'Alzheimer, elle attaque la mémoire. Mais on n'a pas qu'une seule mémoire. Nous avons plusieurs mémoires. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle la mémoire perspective. Si je mets une musique à la radio, par exemple, je mets Alzheimer, par exemple, la chanson de Monsieur Sadiq. Si vous la connaissez, obligatoirement, vous entendez la musique à la radio, vous savez tout de suite que c'est Monsieur Sadiq qui est en train de chanter cette maladie. D'accord? Du moins, cette chanson. OK? Si vous regardez une photo de votre père, de votre maman, de vos enfants, vous n'avez pas à réfléchir, vous savez que c'est votre fils, vous savez que c'est votre femme, etc. On ne réfléchit plus. C'est la mémoire perceptive, c'est une mémoire qui est à long terme. C'est une mémoire qui peut être attaquée par la maladie d'Alzheimer, mais très tardivement. Vous avez ce qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est tout ce que l'on apprend. C'est-à-dire que si je vous dis quelle est la capitale de la Guadeloupe, vous allez tous me répondre Basse-Terre. D'accord? C'est normal, c'est Basse-Terre. Mais ça, vous l'avez appris. Vous l'avez appris, vous l'avez stocké, et ça, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Sauf avec la maladie d'Alzheimer qui risque d'entraîner les troubles de cette mémoire. D'accord? Si je vous dis ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est aussi une mémoire à long terme. Cette mémoire épisodique, si je vous dis qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, en règle générale, tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. C'est quand les avions sont tombés sur les tours jumelles aux États-Unis, à New York. D'accord? C'est un événement important qui a marqué, qui fait ce que vous savez ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là. D'accord? Mais ça peut être un autre événement, ça peut être le décès d'un parent qui vous a vraiment marqué et qui fait que vous savez. Donc, c'est une mémoire épisodique qui fait ce que vous avez fait ce jour-là par rapport à un événement qui s'est greffé dans votre cerveau. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle la mémoire d'action, c'est-à-dire apprendre à faire du vélo, par exemple, apprendre à conduire. D'accord? Ça, c'est des choses dont on ne réfléchit plus. Même si vous n'avez pas fait de vélo depuis 20 ans, cette mémoire, vous allez refaire du vélo facilement parce que cette mémoire d'équilibre et tout, vous l'avez stockée. D'accord? Conduire, c'est pareil, quand on prend son volant, très souvent, je ne sais pas si vous allez être rendu compte, mais beaucoup de gens le disent, ils font des fois Bastia-Pointe-à-Pitre, et ils arrivent à Pointe-à-Pitre en disant « Ah, je suis déjà là ». Ils ont conduit leur voiture normalement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont conduit leur voiture en se mettant en danger ou en mettant en danger les autres. Mais vraiment, ils ont conduit normalement et tout d'un coup, voilà, ils se disent « Ah ben ça y est, on est déjà arrivé ». D'accord? Faire du colombo, par exemple, on n'a plus à réfléchir. On sait quels sont les ingrédients qu'il faut pour faire le colombo, le temps de cuisson, etc. D'accord? Et puis, vous avez une mémoire de travail. C'est une mémoire qui est vraiment à court terme. Par exemple, vous me demandez mon numéro de téléphone, vous avez besoin de le retenir que quelques minutes parce que vous savez que vous allez le marquer sur un bout de papier ou le marquer sur un téléphone. D'accord? Donc, ce laps de temps, vous allez retenir le numéro. Et après, vous oubliez complètement le numéro de téléphone. D'accord? Ça, c'est vraiment la mémoire de travail. Ensuite, alors, ça, les scientifiques ont réussi à savoir dans le cerveau où se trouvaient justement toutes ces mémoires dans le cerveau. OK? On va essayer de voir là, vite fait, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On va imaginer que le cerveau, c'est un arbre. D'accord? Ici, vous avez à gauche, on arrive bientôt à la période de Noël, vous avez un arbre qui est totalement, où c'est marqué sain, qui est totalement illuminé, qui est magnifique, qui est très beau. D'accord? À droite, vous avez énormément d'ampoules qui sont mortes. Et là, vous voyez un arbre vraiment rachitique. D'accord? Eh bien, ah oui, j'avais oublié que je pouvais l'avancer. Donc voilà, donc à gauche, d'accord, un bel arbre éclairé. À droite, beaucoup d'ampoules qui sont mortes. Et là, l'arbre, il est vraiment minable. D'accord? Eh bien, on va essayer de superposer ça avec le cerveau. Vous regardez à gauche un cerveau qui est sain.
vous voyez très bien que le cerveau est magnifiquement éclairé. Et vous regardez à droite la maladie d'Alzheimer, tous ces trous que vous voyez noirs dans le cerveau, ce sont des neurones qui sont morts et ce sont des neurones qui sont remplacés par ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Ce liquide que nous avons pour protéger les chocs. Quand on se cogne la tête, par exemple, on a un liquide qui protège pour éviter que le cerveau aille toucher l'os. Donc, ce liquide céphalorachidien, après, se disperse. Et du coup, là, vous voyez à droite, on est là, la maladie d'Alzheimer, on est dans une maladie, comment dirais-je, une personne qui est vraiment très atteinte. Là, elle a tout oublié. C'est plus, elle sait plus. Bon, elle reconnaît plus déjà sa famille, ça c'est sûr et certain, mais elle devient complètement autonome. Donc, il faut lui donner à manger. Elle peut plus aller aux toilettes, etc., etc. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez là, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez à gauche, donc le cerveau sain, d'accord? Et à droite, vous avez ce qu'on appelle les hippocampes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est deux trous. Ça ressemble à un cheval. Ils ont appelé ça d'ailleurs hippocampe parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait à un cheval de mer. Donc, vous voyez les deux hippocampes. À droite, vous avez l'hippocampe où il y a complètement un trou. Et à gauche, vous avez un hippocampe qui est sain. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui attaque en priorité l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est elle qui gère notre mémoire. Donc, toutes les nouvelles informations que nous recevons avec la maladie d'Alzheimer fait qu'on les oublie. Parce que l'hippocampe est chargé de recevoir les informations et d'aller les stocker. Mais comme l'hippocampe est touché, elle ne peut plus stocker. Et c'est pour ça que le malade d'Alzheimer ne se souvient pas de ce qu'il a fait il y a 5 minutes. Et il se souvient très bien de ce qu'il a fait il y a 50 ans. Combien de personnes étaient venues à son mariage, qui était invité à son mariage. Ça, il s'en souvient. Mais la mémoire immédiate, il a oublié. Et ça, beaucoup d'aidants familiaux, par exemple, ne comprennent pas. Comment se fait-il qu'il ait oublié ça alors qu'il se souvient d'il y a 50 ans? Eh bien, ça, c'est mécanique. C'est-à-dire que comme les hippocampes, elles sont touchées, le malade d'Alzheimer ne peut plus aller stocker les nouvelles informations et il oublie ces nouvelles informations. Il est en train de manger. 5 minutes après, il est capable de vous dire, je n'ai pas mangé, il faut que je mange. D'accord? Donc, il est important de détecter la maladie d'Alzheimer et aujourd'hui, on voudrait qu'elle soit détectée le plus tôt possible. Parce que justement, on peut mettre en place après une prise en charge justement des personnes qui sont Alzheimer en début de maladie, parce que pour retarder justement l'évolution de cette maladie, il faudra mettre en place des ateliers de mémoire, des ateliers des sorties, des choses comme ça, pour vraiment stimuler les neurones, comme je vous disais, et pour créer de nouvelles connexions, de nouveaux synapses. D'accord? Donc, il est important, quand on a des pertes de mémoire qui nuisent aux activités quotidiennes, ça veut dire qu'on a tous, il ne faut pas oublier qu'on a tous des oublis. La mémoire est liée à l'attention. Donc, vous entrez à la maison, par exemple, vous avez vos clés de voiture. Le téléphone, il sonne. Vous allez déposer vos clés de voiture à un endroit, mais pas à l'endroit que vous avez l'habitude de mettre. Et vous êtes au téléphone. Donc, vous êtes attentionné à ce que vous dites au téléphone. Et après, vous cherchez vos clés de voiture et là, vous vous posez la question, ah, je suis Alzheimer. Non. Avant toute chose, il faut savoir que la mémoire est liée à l'attention. Et aujourd'hui, on fait faire tellement de choses en même temps qu'il y a des choses qu'on oublie. D'accord? Donc, quand c'est quotidien, quand c'est répétitif, là, on doit s'alerter. D'accord? Mais quand c'est occasionnel, ça arrive à tout le monde d'avoir des troubles de mémoire. Des difficultés à accomplir des tâches quotidiennes. Donc, par exemple, c'est justement cette histoire de Colombo, par exemple. Vous avez tellement l'habitude de faire ce Colombo, et là, vous vous rendez compte, et on le voit d'ailleurs dans le clip de M. Sadiq Alzheimer, où la personne qui représente sa grand-mère, au lieu de prendre de l'huile pour préparer son repas, elle prend un liquide vaisselle. Donc là, c'est des choses qui doivent alerter. D'accord? Des problèmes de langage. Donc, la personne est en train de chercher ses mots. Ou alors, elle remplace les mots qu'elle n'arrive pas à trouver par bitin. D'accord? Ça, c'est des choses qui doivent alerter. Ça ne veut pas dire qu'on est Alzheimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on est Alzheimer, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose et qu'il faut en chercher la cause. D'accord? La désorientation temporo-spatiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne sait plus dater les souvenirs. D'accord? Ou alors, on se perd dans des lieux familiers. On avait l'habitude, pour ne pas faire de publicité, dans tel centre commercial, on faisait toujours nos courses dans ce centre commercial et voilà, on commence à se perdre dans ce centre commercial. Là, ça veut dire qu'il y a un trouble. D'accord? Les jugements amoindris. Par exemple, moi, je me souviens un jour avoir sorti ma belle-mère. Je lui dis, mamie, on se prépare. C'était ici à Sainte-Anne en Guadeloupe. On se prépare et tout. Et elle est sortie, mais comme si on partait au sport d'hiver.
Donc, elle ne savait plus s'habiller. D'accord? Donc, ça, c'est les jugements amoindris. Donc, difficulté à faire face aux notions abstraites, c'est-à-dire ne plus pouvoir remplir un chéquier, par exemple, ne plus pouvoir faire un chèque. Donc là, ce sont aussi pareil des choses qui doivent alerter. Les objets égarés, alors je vous ai expliqué, les objets égarés, voilà, ce n'est pas une question de clé qu'on a déposée, mais par contre, on peut avoir des surprises de voir le sucrier dans le réfrigérateur. J'ai même vu des familles qui mettaient un aquarium avec un poisson rouge dedans, qui le mettaient dans le réfrigérateur. D'accord? Donc là, c'est vraiment des choses qui doivent alerter. Changement d'humeur et de comportement, ça va très vite avec eux. D'accord? Changement de la personnalité, donc elle devient méfiante. Vous avez quelqu'un qui peut, parce qu'elle elle a cette maladie, elle va se mettre dans un coin, elle ne va plus bouger. Donc ça, c'est aussi des choses qui doivent alerter. Elle est complètement apathique, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de coudre, par exemple, et là, tout d'un coup, elle n'a plus envie de coudre. Mais elle n'a plus envie de coudre. Très souvent, c'est parce qu'elle a peur. Le malade d'Alzheimer n'aime pas l'échec. Donc, s'il commence quelque chose, il faut qu'il essaye de le finir. Et il n'aime pas du tout l'échec. D'accord? Et la perte d'intérêt, ben voilà, par exemple, tout à l'heure, comme je vous disais, coudre, par exemple, ben, tout d'un coup, elle décide d'arrêter de coudre. D'accord? Mais il faut bien comprendre que quand on a des difficultés comme ça doit alerter et ça doit aller obligatoirement faire un examen, donc une consultation mémoire. Ça ne veut pas dire qu'on a la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que les gens qui sont en dépression peuvent avoir ces mêmes symptômes, mais la dépression se soigne. La maladie d'Alzheimer, hélas, on n'en guérit pas. Une chose qui est très importante dans le relationnel avec les malades d'Alzheimer, que vous verrez dans ce dessin. Toutes les informations que nous recevons, donc on part d'en bas, toutes ces informations que nous recevons vont au thalamus, qui est une structure qui se trouve dans le cerveau. Et ce thalamus envoie les informations vers la voie haute, au niveau des cortex primaires. C'est-à-dire qu'elle va rendre intelligente l'information que nous avons. Là, je suis en train de parler avec vous, je vois un ordinateur, je sais que c'est un ordinateur. D'accord? Mais les informations, en même temps qu'il envoie vers la voie haute, ces informations vont aller au niveau de l'amygdale. Alors, ce n'est pas l'amygdale de la gorge, hein, c'est l'amygdale que nous avons, un organe que nous avons au niveau du cerveau. Et cette amygdale, c'est le centre des émotions. C'est elle qui va gérer nos émotions. D'accord? Donc, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer attaque les fonctions intellectuelles, les fonctions de la voie haute. Donc, la personne ne peut plus rendre intelligente ce qu'elle est en train de voir. Par exemple, comment dirais-je, elle arrive chez elle, elle voit un chien, elle reconnaît son chien, il n'y a aucune raison qu'elle ait peur de son chien, puisque l'information a été vers l'amygdale, il n'y a aucune raison qu'elle ait peur de son chien, elle reconnaît son chien presque au pied. D'accord? Si l'information qu'elle a rendue intelligente fait qu'elle ne reconnaît pas son chien, l'amygdale va dominer en disant « moi j'ai peur, je ne vais pas m'approcher du chien ». D'accord? Il est très rare d'avoir des informations de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais là, on a un peintre qui s'appelait Lucas Molène, qui a été diagnostiqué en 1995, qui avait la maladie d'Alzheimer. Et ce peintre avait l'habitude de faire énormément de portraits. D'accord? Et avec le diagnostic, on lui demande, donc en 1995, là vous voyez son autoportrait qu'il avait fait en 1965, en 1995, quand il a été diagnostiqué Alzheimer, un an après, on lui a demandé à droite de faire son portrait. Voilà comment est-ce qu'il se voyait. Ici, en bas, en 1997, comment est-ce qu'il se voyait. 98, 99 et 2000. Et 2000, il est décédé, mais voilà comment est-ce qu'il se voyait, alors que c'était un peintre qui avait beaucoup de talent. Donc, France Alzheimer Guadeloupe, alors c'est nous. Il faut savoir que nous nous battons parce que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche un malade, mais qui touche obligatoirement l'environnement familial. Et que cet environnement familial, il faut l'aider. Parce que c'est très difficile, comme disait le monsieur Geoffroy tout à l'heure, c'est très difficile d'accompagner un malade d'Alzheimer. D'accord? Donc, il faut savoir aussi que à domicile, grosso modo, 80% des malades d'Alzheimer sont à domicile. D'accord? On a la mentalité en Guadeloupe qu'on veut garder, on veut rester à domicile. Il y a des fois, ce n'est pas possible, donc il va falloir mettre en institution. Heureusement, le plan Alzheimer 2008-2012 a créé de l'EHPAD, des EHPAD, mais hélas, les EHPAD aujourd'hui coûtent beaucoup trop cher. Donc, beaucoup de malades d'Alzheimer qu'on pourrait mettre, que des familles pourraient mettre en EHPAD,
sont freinés parce qu'un EHPAD aujourd'hui coûte autour de 3 000 € par mois. Et là, on parle des restants à charge pour les familles. Donc, 3 000 € par mois, je ne connais pas beaucoup de familles en Guadeloupe capables de financer 3 000 € par mois pour mettre un parent en EHPAD. D'accord? Et tout à l'heure, je vous disais que les aidants familiaux, mais pour eux, c'est vraiment dur. 80% des aidants familiaux ont des troubles du sommeil et 30% des aidants familiaux sont suivis parce qu'ils font des dépressions. D'accord? Et eux-mêmes négligent leur propre santé, puisque s'il y a un rallongement de la vie, d'accord, pour eux, ça diminue. Les aidants familiaux, c'est très dur pour eux. Donc, nous, à France Alzheimer, on a mis en place des aides, entre guillemets. On informe les familles, d'accord, on leur apporte des outils. On a mis en place une écoute téléphonique. On a mis en place des groupes de parole. Donc, ce sont des groupes de parole faits avec un psychologue et une dizaine d'aidants familiaux, d'accord, qui vont discuter sur un thème. Donc, on a mis aussi en place un cycle de soutien avec un psychologue. Vous avez des aidants familiaux qui peuvent discuter avec des bénévoles de chez nous, mais des fois, voilà, ils ont besoin de plus qu'une écoute d'un bénévole. Il leur faut un soutien psychologique et on a une psychologue aussi qui vient à ce soutien. Il faut savoir que tout ce que je vous dis là, c'est gratuit pour les aidants familiaux. Une famille qui nous contacte, c'est gratuit. Alors, des temps de partage, des choses comme ça, des entretiens individuels, comme je vous disais, un soutien psychologique, parce qu'un aidant familial a vraiment besoin d'un soutien individuel. On a mis en place des formations, parce que les bénévoles, on est toujours à la recherche de bénévoles. On forme gratuitement les bénévoles pour l'accueil et l'écoute des familles. On ne va pas les former pour une tenue de stand. Mais par contre, pour l'accueil et l'écoute, c'est obligatoirement, il y a une formation qui est faite par France Alzheimer et qui est bien sûr gratuite, hein, mais voilà, il faut quand même faire cette formation pour l'accueil et l'écoute des familles. Donc, il faut savoir que c'est une crise mondiale. Hein, en 2030, le nombre de malades passera à quasiment 66 millions de malades à 115 millions en 2050. La population vieillit et tout à l'heure, je vous ai dit que la première cause de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. D'accord? Et voilà, vous avez un nouveau cas toutes les 4 secondes. Ça veut dire c'est un rythme de croissance de plus de 7 millions de malades et ça représente la taille d'un pays comme la Suisse ou Israël. Donc, c'est quand même vraiment énorme. On a parlé de prévention. Donc ça, la prévention, c'est vraiment, c'est quand même important. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure alors ça, ce sont des études officielles, hein, mais il faut savoir que prendre sa retraite à 60 ans, si c'est le système qui le veut, c'est la retraite à 60 ans, mais ce n'est pas parce qu'on est à la retraite à 60 ans qu'il faut arrêter. Il faut quand même continuer à faire des choses, faire des activités. Aller, je ne sais pas moi, je sais, ouais, voilà, mais il faut continuer à faire des activités. D'accord? Ça, c'est très important. OK? L'oméga 3, il faut manger de l'oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras. D'accord? Maintenant, on en trouve aussi beaucoup. On en trouve aussi beaucoup dans les aliments rajoutés, dans le beurre, les choses comme ça. D'accord? Mais l'oméga 3, c'est très bon pour les neurones. Le sport, tout à l'heure, je vous disais, c'est faire du sport. Le sport, c'est hyper important. Faites du sport, mais faites du sport qui va vous essouffler un petit peu, parce qu'au moment où vous vous essoufflez, c'est là que vous fabriquez des endorphines et que ces endorphines vont venir exciter les neurones. Donc, faire du sport, c'est hyper important. Donc, il faut savoir que tous les troubles que nous avons, que les malades d'Alzheimer ont, c'est la maladie qui veut ça. Ce n'est pas de leur faute. D'accord? Quelqu'un, par exemple, qui a la maladie d'Alzheimer et qui vous traite de voleur, ça arrive très souvent chez les malades d'Alzheimer, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème. Et ils ont un bijou, par exemple. Ce bijou, ils y tiennent à cœur parce qu'ils savent que c'est un bijou où ils ont trimé pour l'avoir, ou alors c'est leur mari qui leur a offert et tout. Donc, ils tiennent à ce bijou. Mais comme ils se rendent compte qu'ils ont des troubles de mémoire, ils vont prendre le bijou et ils vont le cacher. Et quand ils vont le cacher, ils ne savent plus où ils l'ont mis. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'hippocampe est touché. Comme les hippocampes sont touchés, la mémoire immédiate n'existe plus et ils oublient qu'ils ont caché eux-mêmes le bijou. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire au mari ou à la femme de ménage, ils vont les traiter de voleurs, alors que, hélas, c'est pas
Ce n'est pas vrai, quoi. Donc, d'où l'importance de la formation que nous faisons pour les aidants familiaux, qui est une formation qui est 100% gratuite, parce que justement, il ne faut pas se sentir attaqué. Quelqu'un qui va vous traiter de voleur, au contraire, vous allez valider. Vous allez lui dire, oui, je sais que tu tenais à ce bijou. Viens, je vais t'aider à le chercher. Donc, vous répondez à sa souffrance. Et pendant que vous cherchez le bijou, vous l'amenez à penser à autre chose. Ah, mais mince, oh, si on mangeait un colombo à midi, j'ai besoin d'un coup de main, je voudrais que tu me donnes un coup de main. Là, vous allez l'amener à penser à autre chose et elle finira ce pourquoi elle est en train de vous embêter. Mais si vous lui tenez tête, c'est pas vous qui allez gagner, c'est le malade d'Alzheimer qui va gagner, parce qu'ils sont vraiment têtus. Donc voilà. Voilà. Et puis France Alzheimer, alors on avait un local, on a perdu le local parce qu'on avait des subventions du conseil départemental on n'y a rien comprendre, ils ont supprimé les subventions. Donc, on n'a plus de local, mais j'espère pouvoir retrouver un local rapidement pour pouvoir remettre en place, parce qu'on faisait des activités, on faisait des ateliers mémoire et tout. On accueillait des malades d'Alzheimer avec la Croix-Rouge, on accueillait des malades d'Alzheimer là où j'étais pour permettre à l'aidant familial d'avoir du répit, des choses comme ça. Bon, là, j'espère pouvoir vite retrouver pour 2022 un nouveau local et surtout retrouver des subventions. Donc voilà, je crois que je vous ai expliqué la maladie d'Alzheimer. OK. Vous reprenez la main, monsieur Geoffroy? Très bien, merci, monsieur le maître. Du coup, on passe aux questions. Alors, je voudrais intervenir. Jérôme, je peux? allez-y, madame Cancel. Alors, ce n'est pas vraiment une question. D'ailleurs, c'est déjà pour féliciter monsieur le maître pour cette excellente présentation qui est à la portée de tous et de chacun. Et nous retrouvons dans cette présentation. Et je voudrais seulement dire que le parent, il est souvent dans le déni. Il est souvent dans le déni et il se dit que non, c'est passager, c'est pas ça. Bon, ça va changer, ça va s'arranger. Et il se retrouve quelquefois pris au piège, pris à son propre piège. Et c'est ça qui est difficile. Mais pour te répondre, Marguerite, vous m'entendez, oui, c'est bon. Pour te répondre, mais tu as entièrement raison. C'est vrai que beaucoup de familles sont dans le déni, mais parce que, alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dessus, et on a déjà fait avec la mutualité française, on a tenu des villages santé, des choses comme ça, mais je pense que c'est la peur de la maladie. Beaucoup de gens, on est en train de vivre aujourd'hui ce que les gens ont vécu à l'époque avec le sida, par exemple. On avait tellement peur de parler du sida qu'il fallait cacher tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, ils ne veulent pas entendre parler de la maladie d'Alzheimer. Donc, du coup, ils sont dans le déni. Et hélas, être dans le déni comme ça entraîne justement un retard de diagnostic, par exemple. Mais c'est à nous aussi. Alors, c'est vrai que ces 2 dernières années, on a été quand même bloqué avec le Covid et tout, mais on avait l'habitude de faire quand même pas mal de conférences ou des choses comme ça. Je pense que déjà, il faut vraiment changer l'image de cette maladie. Parce que beaucoup de gens, pour eux, la maladie d'Alzheimer, c'est de la folie. Et la maladie d'Alzheimer n'a rien à voir avec la folie. D'accord? Pour eux, c'est quelqu'un qui va, je ne sais pas moi, courir dans la rue tout nu ou des choses comme ça. C'est rare de voir un malade d'Alzheimer courir tout nu dans la rue. Ça peut arriver, mais c'est rare. Mais l'image de la maladie, c'est pour ça d'ailleurs que nous, à France Alzheimer, on s'est battu sur quand on dit c'est une démence de type Alzheimer. Les psychiatres, puisqu'il faut savoir que jusque dans les années 85, les seuls qui s'occupaient des malades d'Alzheimer, c'était les psychiatres. Et on parlait de démence Alzheimer. Et le mot démence, pour nous, mais pour beaucoup de gens, c'est connoté à folie. Et la folie, on en a peur. Donc, on ne veut pas parler de ça. On ne veut pas parler de ça. Donc, c'est important de changer cette image pour bien montrer qu'un malade d'Alzheimer n'a rien à voir. Tout à l'heure, je vous ai montré un cerveau avec des trous. D'accord? Si vous faites le scanner de quelqu'un qui est schizophrène, par exemple, il a le cerveau comme à gauche, sain. La maladie d'Alzheimer, ce sont des neurones qui meurent et qui sont remplacés par les liquides céphalorachidien. Donc, ce sont des trous que vous voyez. Donc, c'est bien deux
deux choses bien distinctes. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est en psychiatrie n'est pas malade, hein, je ne dis pas ça, mais c'est bien deux maladies distinctes. Et du coup, il faut casser ça, je pense, pour que les gens aillent porter un diagnostic le plus tôt possible. Donc, il faut changer l'image. Merci, monsieur le maître. Alors, Evelyne a levé la main. Evelyne? OK, merci. Bonjour tout le monde et merci Bonjour. encore, monsieur, pour votre intervention. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, je voudrais savoir s'il y a des facteurs d'hérédité pour la maladie d'Alzheimer. Et en prévention, est-ce qu'il faudrait faire des scanners réguliers après 50 ans lorsqu'il y a dans la famille quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer pour prévenir la maladie? Alors, à votre première question, oui, il y a un facteur d'hérédité, mais c'est un facteur d'hérédité vraiment minime. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 1 à 2%. Sur le nombre de cas de maladie d'Alzheimer, on est de l'ordre de 1 à 2%. Donc là, c'est vraiment génétique. Et sinon, le reste, c'est n'importe qui. Ça peut être vous, moi, n'importe qui. C'est là que je vous dis, le premier facteur de risque, c'est l'âge. C'est un mauvais vieillissement du cerveau. Mais voilà, génétiquement, 1 à 2% maximum. Après, vous dites que oui, on peut, quand des familles sont touchées, on a la possibilité de faire des ponctions lombaires. Parce que ces plaques amyloïdes que je vous ai montrées dans le cerveau, on les retrouve en faisant une ponction lombaire. Et suivant la quantité de ces plaques amyloïdes qu'on retrouve dans ces ponctions lombaires, on peut dire que oui, vous êtes un gros facteur à devenir Alzheimer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, après, oui, merci. Oui, voilà. Et après, effectivement, à partir de 75 ans, on peut aller demander de faire des tests pour savoir si on a un risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Mais c'est après 75 ans. Merci, monsieur le maître. C'est pas Madame trop Montout? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, je suis Madame Montout. Alors, je suis aidant familial, on va dire ça comme ça. Et c'est mon père qui est touché par la maladie d'Alzheimer. Alors, effectivement, j'ai essayé de rentrer. Alors, merci pour votre intervention, monsieur le maître. Merci. Bon, après, ce sont des notions que je connais puisque je suis aussi soignant. Donc, ce sont des notions que je connais. Et en fait, ma question est, vous avez dit que vous n'avez pas de subvention, etc., mais j'aurais aimé rentrer en contact avec soit le psychologue ou savoir quand est-ce que vous feriez des formations, sachant que sur votre dernière diapo, je crois, vous avez mis un numéro de fixe. Je suppose qu'il n'est pas valable et le numéro de portable n'était pas bien écrit. Ah, alors, j'ai peut-être commis une erreur. Le fixe, non, alors, vous avez raison. Alors, c'est vrai qu'on a perdu le local. Du coup, j'ai fait un transfert de siège chez moi. Là, je suis chez moi, là. D'accord? Okay. J'ai fait un transfert de siège chez moi et avec tout le, comment dirais-je, ces 2 années de Covid qu'on a eues, j'allais plutôt à domicile voir les familles, voir les aidants familiaux pour parler un peu avec eux, etc., etc. Ou alors, je fais de l'écoute téléphonique. D'accord. Et vos coordonnées téléphoniques sur le alors, portable? les coordonnées, alors le portable, c'est 06 90 31 78 33. Et le fixe n'a pas changé, c'est toujours le même, 05 90 98 94 65. D'accord, ok. Mais actuellement, vous ne faites pas de formation? Alors, je ne fais pas de formation parce que je suis à la recherche d'un nouveau local. J'espère, alors, avec toutes ces histoires, que ce soit le confinement et maintenant la crise sociale, eh ben, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère redémarrer au plus vite en 2022 pour faire cette formation des aidants familiaux. D'accord? Oui. Je trouverai une association qui me prêtera une salle pour faire des formations parce que ça, c'est quand même très important. Il faut au moins que je redémarre vite les formations des aidants. D'accord. Alors, juste une petite chose, comme je suis enfant unique, et donc vous imaginez que c'est très lourd. Et alors, par contre, je n'ai toujours pas réussi à lui dire, et je me dis que j'aurais voulu justement, enfin, mon principal souci est le suivant, comment lui annoncer les choses. Alors, il sait qu'il a des troubles de la mémoire, et il est jeune, hein, il a 67 ans, donc il est très, très jeune.
Et donc, moi, mon souci est là. Alors, je n'arrive pas à lui dire, je lui dis juste que c'est moi qui vais gérer, c'est moi qui vais faire les choses. Mais lui dire vraiment les choses, j'aurais aimé que quelqu'un m'accompagne pour essayer de lui faire comprendre les choses. Après, j'ai le médecin traitant qui est tout à fait au fait des choses et qui m'aide, mais ma difficulté, elle est là, en fait. Voilà. Et vous dites que vous faites les choses pour lui. Pourquoi est-ce que vous ne le laissez pas faire les choses et vous l'accompagnez dans les gestes qu'il doit faire? Alors, je l'accompagne, mais là, comment je vais vous dire? Il est un peu... je suis l'enfant, quoi. Donc, et comme il a une forte personnalité, c'était un enseignant, donc il a une forte personnalité. Et donc, je pense qu'avec la maladie, c'est encore plus exacerbé. Donc, il y a des choses qu'il ne me dit pas toujours et je me retrouve, quand je vais chez lui, toujours à avoir des surprises. Voilà. Donc, ce qui fait que je lui dis que je vais faire, j'ai fait telle et telle chose, mais la confiance, enfin, je ne sais pas si c'est la confiance, il veut quand même essayer de faire les choses par lui-même. Il échoue très souvent et j'avoue que je commence à être fatiguée de ramasser les morceaux. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je fais à sa place, entre guillemets, comme là j'ai rendez-vous cet après-midi avec lui, je vais l'accompagner pour qu'il puisse avoir, comme vous dites, le sentiment que c'est lui qui a fait les choses, mais voilà. En plus, j'ai entamé une procédure judiciaire, donc il va vraiment perdre la main. Pour la tutelle, vous avez agi voilà. une tutelle. Je n'ai pas le choix. Ouais. Oui, non, mais de toute façon, la tutelle, c'est fait pour le protéger. Hein, donc, c'est pas... je comprends tout à fait. Maintenant c'est vrai, c'est tout un travail aussi à faire sur nous, hein, en tant qu'aidant. Parce que moi, j'ai été aidant pendant 18 ans. C'est un travail à faire sur nous. C'est difficile. Comment dirais-je? Il faut arriver à comprendre que le malade d'Alzheimer ne pourra plus jamais s'adapter. C'est à nous adapter à lui. Donc, c'est vraiment tout un travail. C'est pour ça que nous, à France Alzheimer, on est vraiment dans le soutien des aidants familiaux. Parce que les aidants familiaux, dans cette maladie, aujourd'hui, l'État français, même s'ils ont mis en place certaines choses, vous avez les équipes ESA, par exemple, qui viennent à domicile, vous avez des choses qui sont faites, mais quoi qu'il en soit, le statut de l'aidant n'est pas vraiment reconnu en France. D'accord? Et du coup, alors on s'est battu, on a mis en place cette formation des aidants parce que l'État a fini par accepter. Parce que si elle est gratuite pour les aidants, nous, il faut quand même qu'on paye le psychologue qui fait la formation des aidants. D'accord? C'est une formation binôme avec un aidant familial, soit qui est toujours en activité ou soit qui n'est plus aidant familial. Mais il faut bien, nous, on rémunère le psychologue et on paye les frais kilométriques de l'aidant familial qui fait la formation. Donc, du coup, voilà, ça a été reconnu par l'État. L'État nous finance en partie cette formation, 80% et 20%, c'est France Alzheimer qui finance la formation. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est aussi important comment dire, de venir échanger avec d'autres gens. Quand on fait la formation, par exemple, il y a aussi ces échanges qu'il y a entre les aidants familiaux parce qu'il y a des choses qu'ils ont mis en place et l'autre aidant n'a pas pensé à mettre en place ce genre d'astuces, quoi. D'accord? Mais voilà, mais vous avez raison, c'est très souvent, alors de là à dire, il a déjà du caractère, mais la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas elle qui va entraîner plus de caractère, c'est qu'il a déjà son caractère et il n'y a aucune raison que la maladie d'Alzheimer lui enlève ce caractère. Et il se rend compte aussi qu'il a des troubles. Et un malade d'Alzheimer n'aime pas les échecs. Un malade d'Alzheimer n'aime pas les échecs. Un malade d'Alzheimer se fatigue très vite. Donc, s'il est concentré, excusez-moi, voilà, s'il est concentré, il va se fatiguer beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment, quand je vous dis c'est nous aidants qui devons nous adapter. C'est pas facile. Des fois, il faut lâcher prise. Et des fois, il faut... moi, je vois avec des familles, ce que je regrette, c'est que vous avez des fois 10, 12 enfants dans une famille et vous n'avez que seul qui s'occupe du malade. Les autres, ça ne s'occupe pas du tout. D'accord? Mais c'est toujours les autres qui auraient beaucoup mieux fait, mais ils ne sont jamais là. D'accord? Donc, l'aidant familial subit l'aide qu'il apporte à son parent malade, mais il subit la pression des autres qui font rien, quoi. Mais voilà, il faut venir aussi échanger. On a mis en place des groupes de parole, hein, donc on échange entre nous et tout.
Mais je sais, je vous comprends, c'est très difficile, surtout quand la personne a du caractère. Mais voilà, n'allez pas en opposition, ayez toujours une relation positive avec elle. N'allez pas en opposition, en opposition avec elle. Oui, Okay? en effet. Merci pour vos conseils. Ah Je oui. vous contacterai Oui, avec en plaisir. off, on va dire. Avec plaisir. Merci. Eva? Je vois que Madame Gérillon, vous voulez poser une question? Activez votre micro. Il faut activer votre micro, Madame Gérillon. Eva, on n'entend pas. Le micro? De tout à l'heure. Oui, bonjour. Excusez-moi, Bonjour. j'ai pris le train en marche. Je suis Eva Gérillon. Donc, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Maître. Alors, quand bien même qu'on ferait de la prévention, c'est-à-dire de la lecture, sortir avec du monde, être cruciverbiste, etc., est-ce que vous pensez qu'à long terme, ça pourrait abréger ou peut-être retarder la maladie d'Alzheimer? Est-ce que les gens peuvent être courageux et se disent, bon, je me donne à cœur joie, hein, je peux m'exprimer ainsi, je vais avec du monde, je fais travailler ma mémoire. Vous pensez que ça peut jouer, ça peut aider quelque part? Alors, c'est pas que ça peut jouer, c'est que c'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que il faut, vous savez, le cerveau, il a un gros défaut, c'est qu'il est fainéant. Moins il en fait, mieux il se porte. Vous allez sur la plage, sous les cocotiers, ah, vous êtes heureux, c'est la béatitude, et ça, le cerveau, il est content. Le cerveau, comme il est fainéant, c'est pas lui qui fera le travail. C'est vous qui devez faire le travail pour lui. D'accord? Et c'est pour ça que je vous disais qu'il est très important de faire travailler nos neurones. Et faire travailler nos neurones, c'est toutes les activités. Il ne faut pas se cantonner qu'à une activité. Il faut varier les activités. Vous prenez un exemple, Annie Girardot. Annie Girardot était capable de jouer des pièces de théâtre 2 ans avant sa mort, alors que ça faisait des années qu'elle ne reconnaissait pas sa famille. D'accord? Parce qu'elle a fait travailler une partie du lobe gauche de son cerveau, d'accord? Et pas le reste. Donc, il est très important de faire des activités, mais des activités variées. Ça, c'est très important. Ne pas se cantonner qu'à faire qu'une chose. Maintenant, voilà, je vous dis, plus vous faites travailler votre cerveau, plus vous créez des synapses. Plus vous créez des synapses, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Et cette réserve cognitive vous permet de déclarer la maladie d'Alzheimer ou de prolonger, si vous êtes diagnostiqué, de retarder l'évolution de la maladie d'Alzheimer. On n'en guérit pas, d'accord? C'est sûr qu'à un moment donné, on va peut-être avoir une perte d'autonomie à 100%, mais les études ont prouvé qu'il faut, comment dirais-je, il faut faire travailler notre cerveau parce que notre cerveau est fainéant. D'accord. Et j'irai, je pense qu'il n'y a aucun mineur là-dedans, mais j'irai jusqu'à vous dire, et des études ont prouvé que le sexe était très, très bon pour les neurones. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais non, mais c'est la réalité parce que vous avez le cerveau, et ça a été prouvé scientifiquement. Vous avez quasiment 100% de votre cerveau qui travaille au moment des rapports. Ben, dis donc. D'accord? D'accord. Après, le sport. Alors, si on ne fait pas ça, faisons du sport. D'accord. Alors, je le dis d'autant plus facilement, c'est que très souvent, avec notre culture, on pense que nos aînés n'ont plus droit au sexe. Il n'y a rien qui interdit le sexe. Il n'y a rien, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien qui interdit le sexe. Mais voilà, et moi je le dis dans des EHPAD, quand je vais dans des EHPAD, il y a des fois le petit monsieur qui sort de sa chambre pour aller voir sa petite copine dans la chambre d'en face et qui se fait engueuler parce que c'est l'heure de dormir, etc. Je dis, mais putain, mais laissez-les vivre. Laissez-les vivre parce qu'en plus, c'est bon pour les neurones, quoi. Alors, mais voilà, mais c'est aussi ça qu'il faut changer. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut plus rien faire, quoi. Quelque part, vous savez, c'est devenu tabou. Oui. Les seniors n'osent pas trop entrer dans la phase relation sexuelle, etc. Ils se disent, bon, j'ai déjà un âge, c'est pas pour moi. Mais il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi les familles. Moi, j'ai reçu des familles qui me disaient, ah, mais vous vous rendez compte, monsieur le maître, il continue à faire ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous embête? Ah ben non, vous rendez compte, il a 70 ans, c'est pas normal. Ah ben oui, mais donnez-moi un texte où il est interdit de le faire à 70 ans. Donc voilà. D'ailleurs, D'accord. à ce propos, juste avant, Madame Gérillon, Oui. c'est vrai que la vie affective des seniors fait partie de la santé mentale, hein, notamment, et puis on a vu
vous avez évoqué les bienfaits. Donc, c'est vrai que à la mutualité, depuis un certain nombre, je crois depuis 2-3 ans, on est sur ce champ avec notamment des ateliers ou des conférences sur la vie affective des seniors. Et c'est vrai qu'il est important d'en parler pour pouvoir justement briser certains tabous. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est un peu tabou peut-être au départ, et puis finalement, les gens arrivent à en parler assez librement. Et voilà, c'est quelque chose de très important. Et en termes aussi d'activité pour le cerveau, je le dis peut-être pour ceux qui sont là et qui ne savent pas encore, la mutualité aussi, depuis quelques années, développe des ateliers mémoire à travers des tablettes tactiles. Donc, on utilise des nouvelles technologies pour justement, à travers des jeux et une application qui s'appelle Dinseo, permettre à tout un chacun de travailler la mémoire à travers vraiment différentes activités. Et donc, du coup, s'il y en a qui ont des associations ou qui souhaitent mettre en place ce type d'activité, c'est quelque chose que l'on peut faire ensemble. D'ailleurs, depuis le COVID, on a aussi un peu dématérialisé ces ateliers et je crois qu'une fois par mois, on propose un rendez-vous mensuel par Zoom, justement, pour proposer aux gens de travailler leur mémoire à travers cette application. Mais Monsieur Geoffroy, pour relever ce que vous dites, il est surprenant de voir nos aînés parce que c'est pareil, on se dit, ah, ils ont un certain âge, la technologie, ils ne comprennent rien. Mais c'est faux. C'est faux. Beaucoup de nos aînés apprennent très vite. Apprennent très, très vite. Très vite et ils sont très forts. Moi, Oui, j'ai l'exemple d'une dame qui me disait, ouais, avant que ça commence, en Pérou, il veut faire ça, etc. Et en fait, à la fin de la première heure, ça a été l'une des plus brillantes. Donc, oui, oui. voilà, il faut juste accompagner et expliquer. Tout à fait d'accord. Madame Gérillon, vous voulez poser une autre question? Oui, oui, je voulais poser une autre question. Est-ce que, Monsieur le Maître, que si toutefois, est-ce que c'est un signe annonciateur précoce, le fait de ne pas retrouver sa voiture, par exemple, au parking, ou d'avoir oublié carrément où était stationnée sa voiture? Est-ce que c'est un signe annonciateur? Est-ce que vous l'avez retrouvé? Non, mais ce n'est pas moi. Il y a des gens qui Non, l'ont non, dit. non, mais bon, alors est-ce que la personne l'a retrouvé? Non. Ça, je ne sais pas. Vous savez, ça m'est arrivé. Alors, ce que vous dites, ça m'est arrivé. Je suis parti à Destrélan. Je ressors. J'avais l'habitude de me garer à un endroit. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était trop pris, mais j'étais ailleurs. Et j'ai fait mes courses. Et quand je suis revenu, je n'ai plus retrouvé ma voiture. Je vous garantis que sur le coup, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais merde, putain, en plus, je connais la maladie d'Alzheimer. J'ai paniqué. Mais j'ai mis 1 heure pour retrouver ma voiture. Et quand j'ai retrouvé ma voiture, j'ai fait, mais bien sûr, c'est là que je l'avais garée. D'accord? Non, dites-vous bien que vraiment, c'est quand c'est répétitif. Quand c'est répétitif que vous devez commencer à avoir un doute. Mais comme je vous dis, tout ce que j'ai mis, parce que vous n'avez peut-être pas vu, parce que c'est vous, je crois, qui avez dit qu'il avait pris en cours de route, mais ce n'est pas tout ce que j'ai dit en détection de la maladie d'Alzheimer. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que c'est la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'il y a un trouble et qu'il faut en chercher la cause. D'accord? Et beaucoup de malades d'Alzheimer, du moins de malades d'Alzheimer, beaucoup de personnes qui vont faire ces consultations mémoire, il y en a beaucoup qui ressortent parce que c'est une dépression. Et la dépression entraîne des troubles qui ressemblent beaucoup à la maladie d'Alzheimer. D'accord? Mais cet exemple de voiture, ça m'est arrivé, mais je vous jure que sur le parking de l'Estrélan, je pleurais. Hein. Je pleurais. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais toi, tu connais ça. Et quand j'ai retrouvé ma voiture, c'est là que ma mémoire est revenue. Et j'ai dit, mais évidemment, c'est là que je l'avais garée. Voilà. Mais voilà, donc il ne faut pas paniquer trop rapidement. D'accord. Alors, vous avez parlé déjà, docteur, Moi, je ne suis pas docteur. Pardon, Je ne suis pas docteur. vous êtes animateur, président de France Alzheimer. Voilà. C'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà parlé de la mémoire lointaine, immédiate et tout ça, parce que j'ai pris le train en marche? Oui. On a parlé des différentes mémoires qu'il y avait. Après, si vous voulez, vous m'en rappelez, parce que là, beaucoup de personnes étaient présentes, donc allez refaire ça. Non, mais après, si vous voulez, vous m'appeler et je vous explique tout ça. D'accord, très bien, merci. Juste pour vous dire que il sera possible de revisionner cette séance, notamment sur le Facebook de la mutualité. Donc, voilà, vous pourrez revisionner l'ensemble
de la conférence. Alors, Madame Chanlot a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais poser la question. Il y a quelques années, j'avais des troubles dans le sens que je conduis et il y a des moments, j'ai des absences, je ne sais pas où je suis. Ça m'est arrivé de sortir de Gouzier, je dois me rendre sur le Lamentin et au lieu de descendre pour aller direction d'Estreland, eh bien, j'ai pris la direction de Basset. Et c'est quand j'ai pu lire le panneau Petit Bout, j'ai vu que je suis à Petit Bout. Une autre fois, enfin après quelques mois, je conduis, je sors de Déhay. Arrivé sur le pont de la Boucan, je ne vois plus où je suis. J'ai voulu m'arrêter parce que j'ai remarqué quand je baisse la tête, enfin, je ferme les yeux, je me garde, je me retrouve après. Impossible de savoir où il faut aller. Donc, je retourne vers Sainte-Rose. Quand on fait, au lieu de tourner pour aller à droite, je retourne vers Sainte-Rose. Heureusement que mon mari était avec moi. Il m'indique, je ne vois pas où je suis. J'arrive dans ma section, impossible de voir où se trouve ma maison. Est-ce que c'est un cas d'Alzheimer? Je suis allée voir des médecins. Mon médecin généraliste m'a envoyé à l'hôpital général pour faire un test de mémoire. J'ai fait. On m'a dit, il n'y a rien de grave, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a peut-être une fois, j'étais à New York. Je sais que l'hôtel est dans cette rue, impossible de me retrouver. Mais heureusement que moi, j'ai dit, je vais demander à un policier. Au lieu de demander à un passant, j'ai voulu chercher un policier et il m'a indiqué. Et pourtant, quand je me suis retrouvée, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas vu la rue, je ne vois pas où je suis. Absence de mémoire totale. Est-ce qu'un signe avant-coureur? Alors, c'est très pertinent ce que vous voulez dire. Maintenant, est-ce que c'est un signe avant-coureur? Moi, il m'est difficile de vous répondre à cette question. Vous m'avez dit que vous aviez fait une consultation, pas une consultation de mémoire, vous avez fait des tests de mémoire, c'est ça? Oui, test de mémoire. Voilà, c'est-à-dire ce sont des tests écrits, les tests, ce qu'on appelle les tests MMS? Oui, écrit, et on m'a écouté, on m'a fait répéter des mots. D'accord. Alors, par contre, vous savez, pour détecter la maladie d'Alzheimer, c'est une détection qui se fait pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui prend la décision, il y a plusieurs personnes qui prennent la décision. C'est ce qu'il y a de bien aussi, parce que la maladie d'Alzheimer, elle est très difficile comment dirais-je, à être évaluée. Donc, c'est pour ça que vous passez parmi plusieurs spécialistes. Peut-être que dans votre cas, je dis bien peut-être, que vous avez fait ce qu'on appelle des micro-AVC. D'accord? Ces micro-AVC sont passés comme une lettre à la poste. Vous avez eu un trouble de mémoire et après, pendant des mois, vous n'avez plus rien. Mais pour ça, il faut faire vraiment des analyses plus poussées que les analyses MMS qu'on vous a fait. Donc, moi, je vous conseille de vous rapprocher ce qu'on appelle une consultation mémoire, qui, eux, vont faire toutes ces analyses. On va vous faire une prise de sang, on va vous faire un scanner, on va vous faire donc des tests MMS, d'accord? On va faire différents examens il n'y a qu'à la fin qu'on pourra dire que c'est la maladie d'Alzheimer. D'accord? C'est pour ça que moi, je vous conseille de vous rapprocher d'une consultation mémoire et de faire justement tous ces examens. Parce que ces micro-AVC, par exemple, on va les voir sur un scanner, qu'on ne va pas voir en faisant les tests MMS. D'accord? Voilà, donc il est important dans ce cas-là de faire cette consultation mémoire. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, madame, avant de vous passer la parole, Evelyne, je vais laisser la parole à Marlène, puisque je crois qu'elle lève la main depuis tout à l'heure. Oui, c'est moi. Bonjour. C'est parce que je me suis trompée, j'ai fermé, soi-disant, Je voulais juste vous poser une question, parce que j'arrive chez vous pour la première fois.
je voudrais savoir comment et où se présenter pour une consultation mémoire, parce que j'ai des problèmes pas possibles. D'accord. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends. Je vous entends très, très bien. Je vous entends très, très bien. Non, c'est parce que j'ai appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas pour pouvoir l'activer. Je suis une ancienne, enseignante. Je vous assure que je panique énormément parce que je commence à avoir des petits trous. Oui, mais vous savez que paniquer n'est pas très bon non plus pour les neurones. Donc, évitez de paniquer et allez faire cette consultation mémoire. Vous avez plusieurs possibilités en Guadeloupe. Vous avez trois consultations mémoire qui sont agréées en Guadeloupe. D'accord? Vous avez la consultation mémoire à Basse-Terre qui est à la clinique Pita. Vous avez la consultation… Oui. Alors, chez Pita, et ici. Alors, après Pointe-à-Pitre, vous avez au CHU. D'accord? Le centre de gériatrie au CHU. Si vous voulez, je peux vous donner les numéros de téléphone. Hein. Oh oui, parce que là, c'est avec tout ce qui se passe maintenant au CHU, c'est pas évident. Alors, au CHU, vous avez 05 90 oui. 89 15 51. Oui. D'accord? Oui. Vous avez aussi maintenant à la polyclinique. À la polyclinique. Ah bon. Alors, attends, pourquoi est-ce que moi j'ai ça qui est sorti? Voilà, ça y est. La polyclinique est où? Derrière Pasteur. Derrière le CHU, derrière Pasteur. D'accord. D'accord? Vous avez, à mon avis, la possibilité, je pense que le rendez-vous sera beaucoup plus rapide là. Où c'est à la polyclinique? À la polyclinique. Oui, ah oui, parce que là. C'est une dame qui tient le service, le docteur Tatiana Basileux, qui est vraiment très, très bien. C'est le 05 90. Oui. 010. Oui, 010. Oui, 51. Oui. Pardon, 010 051. Attendez. 0590. Oui. 010. 051. Attendez. 0590. Oui. 010. Ensuite. Alors, 010. 059. D'accord. Ça fait beaucoup tout ça. 59 ou 51, monsieur? Je reprends Marlène. Oui. Le téléphone, c'est le 05 90. Oui. 010. Oui. 059. D'accord. 051. 51. 59, c'est le fax. 51. D'accord, Marlène, c'est bon? Oui, d'accord. 051. Voilà. Et vous avez la possibilité à la clinique Pita, à Basse-Terre. Oui, donc, je peux faire travail, je peux taper parce que aller juste à Basse-Terre. D'accord. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les consultations mémoire. Vous avez la possibilité d'aller voir un médecin gériatre ou un médecin neurologue. Excusez-moi, monsieur le maître. Oui. Donnez le numéro de Pita quand même pour ceux qui sont sur la région de Basse-Terre. D'accord. Alors, chez Pita, c'est le 05 90 80 61 09. 05 90 80 61 09. Ok, ça c'est pour Pita, ça. Je vais que je le prends quand même par précaution, mais c'est pas… Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les consultations mémoire. Mais vous avez la possibilité de passer par un médecin neurologue dans le privé ou un médecin gériatre dans le privé. Ah, les médecins gériatres, si vous pouvez me faire… Vraiment, je vous assure, j'en ai vraiment envie de travailler avec un médecin gériatre. Hein, parce que j'ai 78 ans, donc ça commence à vieillir comme il faut. Et je voudrais bien avoir un gériatre. Alors ça, je vous donnerai… parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vous donnerai… Marlène, donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous appellerai. Oh, oui, ça c'est plus pratique, oui. Alors, attendez. Marlène, comme on est quand même sur Internet, je vous propose, monsieur le maître a donné le numéro de fixe de l'association. Quand on aura fini, vous allez l'appeler directement. Les deux numéros qu'il a donnés là.
Oui, Non, non. redonnez le numéro de fixe, monsieur Lemestre, Alors, de le l'association française. numéro de fixe de l'association, c'est le 05 90 Oui, 98 94 65. 65. D'accord. OK? Et ensuite, vous avez le 06 90 31 78 33. Ça, c'est le portable de l'association. D'accord. Parfait. Voilà. Donc, vous allez l'appeler et monsieur Lemestre va vous aiguiller sur le Ah sujet. oui. Oh oui, je vous avoue que c'est ça. Oui, je suis vraiment. Et là, je suis un peu embêtée parce qu'au lieu de cliquer, j'ai cliqué et puis j'ai désactivé le son. Alors, je ne savais pas exactement comment il fallait faire. Non, mais c'est bon. Eh On bien, vous a bien entendu, Marlène. C'est bon. D'accord, mais en tout cas, je vais vous appeler parce que je panique et je suis en chair de poule parce que j'ai l'impression, j'étais enseignante, ça fait des années parce que j'ai travaillé très, très jeune et très longtemps. Et donc, j'ai arrêté très, très vite parce que j'étais sur la retraite depuis un certain temps. Et ça commence à... Je ne suis plus la Marlène qui existait, quoi. Et la Marlène qui est là maintenant, elle est complètement paniquée. C'est bon, Marlène. Alors, on va laisser les autres personnes poser des questions, mais appelez-moi et je vous répondrai sans problème. Avec plaisir. Merci beaucoup, tous les deux. Monsieur Geoffroy, merci beaucoup à tous. il n'y a pas de quoi. Alors, je crois qu'on va prendre encore une question. Je crois que je vois plus. Ah, ben, je vois que madame. Mais Evelyne avait levé la main tout à l'heure. Oui, j'avais levé. Oui, j'avais levé. Alors, Ben, il a réparti en partie, il a répondu en partie quand j'avais demandé où. Mais alors, parce que j'ai entendu parler de l'aluminium qui est en contact avec la nourriture, qui était facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. Et puis, est-ce qu'il y a un vieillissement naturel des neurones? Parce que comme on vieillit, donc tout vieillit, nos neurones aussi vieillissent. Est-ce que tous les vieillissements naturels des neurones, c'est automatiquement maladie d'Alzheimer, assigné à la maladie d'Alzheimer? Autre question. Vous avez dit tout à l'heure qu'à 75 ans, on pouvait faire, si on était dans une famille à facteur de risque, une ponction lombaire, c'est ça? Oui. Oui. Et est-ce que ce n'est pas un peu trop tard quand on est dans une famille où il y a déjà eu de la maladie d'Alzheimer, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard d'aller faire cette ponction lombaire seulement à 75 ans? Non, Voilà. alors, OK. Alors, je vais déjà répondre à la dernière question. La ponction lombaire, vous n'êtes pas obligé d'attendre 75 ans. La ponction lombaire, vous pouvez le faire quand vous voulez. D'accord? Dès que vous êtes une famille, s'il y a une famille qui est touchée, vous pouvez demander une ponction lombaire, on vous fera la ponction lombaire. D'accord? Je disais que l'examen à partir de 75 ans, on peut le demander facilement. Si vous n'êtes pas facteur de risque, vous n'avez dans votre famille, il n'y a pas de cas, obtenir une ponction lombaire va être très difficile. Avant 75 ans, d'accord? Après 75 ans, vous demandez une ponction lombaire, on va vous le donner. On va vous donner l'autorisation de faire cette ponction lombaire. Mais si vous êtes famille à risque, il n'y a pas d'âge. De toute façon, le médecin, lui, peut prescrire la ponction lombaire. À partir du moment où famille à risque, si vous avez 40 ans, vous voulez faire la ponction lombaire, on pourra la faire. D'accord? Okay, d'accord. Voilà, le vieillissement. Oui, effectivement, il y a un vieillissement normal du cerveau qui fait qu'effectivement, nos aînés, par exemple, ils vont réfléchir moins vite. Ils vont mettre plus de temps. Par exemple, comme disait monsieur Geoffroy, les tablettes tactiles, par exemple, ils vont mettre un peu plus de temps à comprendre. D'accord? Mais ils vont comprendre. Mais ça prendra plus de temps. Ils vont chercher des mots, ils ils oublient le prénom de leur petit-fils, des choses comme ça. Mais ça c'est des choses qui sont tout à fait normales. Il l'oublie maintenant, mais quand vous lui dites, mais non, mais c'est Stéphane, tout de suite, il va là. Ah, mais oui, bien sûr, c'est Stéphane. Voilà, le cerveau va retravailler. D'accord? Donc, il y a un vieillissement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le vieillissement qui entraîne que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, la personne ne peut plus prendre sa douche tout seul. La personne oublie totalement, ça fait 50 ans qu'elle est avec son mari, et elle oublie son mari. Elle ne reconnaît plus le visage de son mari. D'accord? Des choses comme ça. Donc, ça, là, oui, c'est la maladie d'Alzheimer. En dehors de ça, le vieillissement, il est normal. On a des troubles de mémoire, mais ce n'est pas des troubles de mémoire qui nous gênent dans notre vie quotidienne. Alors, Madame Chanlot a levé la main. Il a oublié une question que Oui, posée. Il y avait une troisième question, oui. Sur l'aluminium. Voilà, oui. l'aluminium. Alors,
il y a des études mondiales, plusieurs études mondiales ont été faites. Jusqu'à présent, il n'a pas été prouvé que l'aluminium entraîne la maladie d'Alzheimer. Merci. Madame Chanlot? Oui, c'est juste pour demander le numéro du neurologue ou encore du médecin gériatre, parce que je suppose que d'autres personnes aussi auraient bien voulu connaître le numéro, à part moi. Non, alors, je vous explique. Des neurologues, il y en a. Je vais répondre à votre question. Je ne vais pas donner le numéro de téléphone d'un neurologue ou le numéro de téléphone d'un gériatre en cabinet privé, parce que je ne veux pas qu'on dise que France Alzheimer privilégie tel ou tel médecin. Après, c'est au choix. C'est au choix des patients de choisir leur médecin. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vous donnerai pas ça. Les consultations de mémoire, je peux vous les donner parce que ce sont des consultations de mémoire qui sont faites pour ça. Après, voilà, les neurologues, vous avez dans l'annuaire, vous trouverez facilement sur Internet le nom d'un neurologue ou le nom d'un gériatre. Il y en a sur Pointe-à-Pitre, il y en a un peu, il n'y a pas beaucoup de neurologues, pas beaucoup de gériatres, mais en tous les cas, on les trouve sur Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et tout. Mais je ne vous donnerai pas individuellement en disant, parce que je ne veux pas qu'on dise que nous, on est neutre. Nous, on est neutre, on veut rester neutre, d'accord? C'est soit je prends la liste de tous les neurologues et j'envoie la totalité de la liste, mais pour vous dire, la consultation se fait par un neurologue, oui. Se fait par un gériatre, oui. Se fait par une consultation de mémoire, oui. D'accord, madame? Oui, j'ai compris. Exactement. Super. Alors, juste pour info, j'ai mis dans la discussion l'ensemble des numéros qui ont été évoqués par Monsieur le Maistre. Et donc, du coup, vous pourrez retrouver les numéros pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de noter. Alors, on approche de 11 heures. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'ores et déjà, Monsieur le Maistre. Je remercie également l'ensemble des participants à cette session Zoom. Et je voulais laisser la parole à quelqu'un de la ville de Port-Louis pour nous dire 2 mots et éventuellement terminer la session. Donc, je ne sais pas si Madame Losange veut intervenir ou quelqu'un d'autre de Port-Louis, puisque c'est une action quand même qu'on réalise en partenariat avec la ville de Port-Louis. Oui, bonjour. Madame Losange, allez-y. Oui, Madame Losange est là. Je voudrais remercier Monsieur le Maistre d'avoir, malgré la situation sociale, d'avoir accepté de diriger cette conférence. Merci, Monsieur le Maistre. Merci à tous les invités de cette conférence. Je suis arrivée avec un peu de retard, beaucoup de retard même, mais j'ai entendu pas mal d'intervenants et je suis absolument ravie que les personnes, même qui se sentent à la fois concernées, posent leurs questions en direct et des réponses aussi. Notre municipalité a l'ambition d'accompagner ses administrés et dans le cadre des ateliers du bien vieillir, nous voulons coûte que coûte que nos aînés et pas que se sentent accompagnés et à l'aise pour pouvoir entrer dans une vie où l'isolement qui domine généralement ne sera pas la seule option. Accompagner, c'est la meilleure façon de rentrer en vieillesse et de vivre sa vieillesse tranquillement. Pour ce qui est de la maladie, on ne peut pas dire que toutes les personnes qui rentrent en âge auront la chance de vieillir sans maladie, hélas. Mais essayer, c'est la meilleure des choses, hein, accompagner, donner à la personne la certitude qu'elle peut être entendue quelque part. Elle peut trouver des personnes des maladies qui fait peur, c'est pour beaucoup de personnes, c'est à la fois, ça suscite la peur, l'interrogation, c'est pour d'autres personnes qui ne sont pas ni dans le domaine de la santé ou qui n'ont pas encore eu contact avec la maladie, ne savent pas trop comment aborder cette question, mais
lorsque la maladie est là, l'accompagnement fait la différence. Être seul, c'est la pire des choses. Et d'autre part, plus on s'y prend tôt, ça veut dire on doit parler de la prévention. La prévention, c'est aussi lorsqu'on a sa famille à son domicile ou dans son quartier, on voit quelqu'un qui hésite ou alors quelqu'un avec qui on est très proche, ne pas se souvenir de choses immédiates ou alors hésiter à beaucoup de choses pour faire des choses répétitives. Ça veut dire qu'on peut commencer à se poser des questions sans en avoir peur, hein, sans se dire déjà qu'on est... Mais c'est des signes avant-coureurs qui peuvent nous donner des raisons de corps que la personne a besoin de parler. Et là, à partir du moment où la personne s'exprime, on peut déjà lui proposer de l'aide, l'aider à trouver un endroit où avoir des réponses. Et en tous les cas, pour moi, l'accompagnement, c'est la meilleure des choses pour ne pas laisser la personne sur sa faim et sur ses questionnements. Et c'est pour cela que je suis, même si je m'excuse une fois de plus d'être arrivée très en retard, mais je suis contente que la conférence ait pu avoir lieu quand même par Zoom. C'est peut-être aussi la méthode pour travailler dorénavant. Et peut-être que nous reviendrons une autre fois, Monsieur le Maître, hein, peut-être pas tout de suite, l'année prochaine, le 11 septembre, c'est la journée de la maladie d'Alzheimer. On reviendra vers vous et je suis très, très, très heureuse qu'il y ait pu avoir autant de participants. Merci à vous. Ben, c'est moi qui vous remercie, Madame Chanlot, et bien sûr, Monsieur Geoffroy, de m'avoir invité à faire cette conférence. Vous avez dit quelque chose qui est très important et j'ai oublié de le signaler dans mon intervention, l'isolement de nos aînés. Il faut savoir que l'isolement entraîne, hélas, la maladie d'Alzheimer. Oui. Donc, on parlait de prévention, évitons l'isolement de nos aînés, parce que c'est vrai que notre société, c'est plus moi, la Guadeloupe de mon enfance, c'est pas la Guadeloupe d'aujourd'hui, hein. On était vraiment très familial, très là, il y a des familles qui sont éclatées, des enfants qui sont en France, donc il y a un isolement de nos aînés qui hélas est un facteur de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que les communes ou les mutualités, comme font la mutualité française avec les ateliers mémoire, les trucs comme ça, il faut faire en sorte que nos aînés ne soient pas seuls, qu'ils participent à des activités, peut-être pas tous les jours, mais qu'ils aient des activités pour éviter cet isolement. Absolument. Et c'est le but et le challenge que va relever la commune de Port-Louis et aider ses aînés, leur permettre de bien vivre et rompre l'isolement coûte que coûte. Oui. Bien, bravo. Merci. Eh bien, merci à tous. Merci encore, Monsieur le Maître. Et puis, prenez soin de vous et à très bientôt. Excusez-moi, une dernière question, excusez-moi, pardon. Oui, DINSEO, c'est pour les enfants ou pour les adultes? Ah non, c'est pour les adultes. Pour les adultes. D'accord, ok, merci. Les seniors en particulier. D'accord. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup, hein, puisque sans cette séance Zoom, on n'aurait pas pu, puisqu'avec les barrages, et ça soulage quelque part, on peut suivre tout ce qui se passe en termes de présentation de la maladie d'Alzheimer, en termes de citation des modalités, c'est-à-dire séance d'INSEO, pour permettre aux gens d'éviter justement l'isolement et que les adultes, les seniors, puissent trouver leur bonheur, leur compte. Merci pour tout. Merci à vous. D'accord. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, Monsieur le Maître, Jérôme. Au revoir.